Avant la matière, avant la lumière, avant même le temps, chaque être humain naît un jour, vit, puis disparaît. Mais l'univers, lui, a-t-il eu une naissance? Pourquoi sommes-nous là? D'où venons-nous? Et surtout, par quoi tout a-t-il commencé? Depuis toujours, l'humanité se heurte à cette question vertigineuse. Nous savons comment naissent les étoiles, nous comprenons l'évolution des espèces, nous avons reconstitué l'histoire de la Terre, du Soleil, des galaxies. Mais avant tout cela, depuis la nuit des temps, les civilisations ont tenté d'y répondre. Les récits divergent, mais la question demeure. Dans la tradition chrétienne, Dieu crée le ciel et la terre. Dans l'hindouisme, Brahma naît d'un œuf cosmique. Dans l'Égypte antique, la déesse Nout enfante chaque nuit le ciel étoilé. Des mythes, des symboles, des tentatives pour donner un sens à l'infini. Pendant des millénaires, une idée s'impose, l'univers est immobile, éternel, inchangé. Et surtout, nous pensions en être le centre. Jusqu'au début du XXe siècle, on croit encore que l'univers se limite à une vaste traînée blanchâtre dans le ciel nocturne, la Voie lactée. Tout ce qui existe serait là, rien au-delà. Une erreur de perspective, une illusion de centralité. Survient une rupture. Au cœur de calculs abstraits, une découverte inattendue. L'univers ne peut pas être statique. Les équations montrent autre chose, quelque chose de profondément dérangeant. L'univers bouge. Il peut s'étendre ou se contracter. Cette idée est si choquante qu'on tente d'y résister. On modifie les équations, on introduit des artifices pour préserver l'image rassurante d'un cosmos immobile. Mais la réalité, elle, refuse de rester tranquille. Un homme ose alors aller plus loin. Il affirme que ce mouvement n'est pas une illusion, que l'espace lui-même se dilate, que si l'univers grandit aujourd'hui, alors hier, il était plus petit, et avant-hier, encore plus, jusqu'à un point extrême. Un état si dense, si compact qu'il défie l'imagination. L'idée est lancée. L'univers aurait eu un commencement. Au départ, ce n'est qu'une hypothèse, un raisonnement logique, une construction mathématique, mais l'univers va bientôt livrer un indice irréfutable. Pendant longtemps, l'idée d'un univers en mouvement reste une abstraction, des équations, des hypothèses, rien de visible, jusqu'à ce qu'un homme pointe son télescope vers le ciel et observe quelque chose d'impossible à ignorer. Dans les années 1920, un astronome américain étudie la lumière des galaxies lointaines, pas leur forme, pas leur taille, mais leur signature lumineuse, car la lumière, comme le son, transporte une information précieuse. Lorsqu'une ambulance s'approche, son signal est aigu. Lorsqu'elle s'éloigne, il devient plus grave. C'est l'effet Doppler. Et exactement le même phénomène s'applique à la lumière. Quand une galaxie s'éloigne de nous, sa lumière se décale vers le rouge. Quand elle se rapproche, elle glisse vers le bleu. Or, ce que montrent les observations est sans appel. Presque toutes les galaxies rougissent, elles s'éloignent. Mais ce n'est pas tout. Plus une galaxie est lointaine, plus elle s'éloigne rapidement, comme si l'univers lui-même était en train de gonfler. Pour comprendre ce phénomène, imaginons un ballon de baudruche. On y dessine quelques points, chaque point représente une galaxie. Quand on gonfle le ballon, les points ne bougent pas d'eux-mêmes. Pourtant, la distance entre eux augmente. Il n'y a pas de centre, aucun point n'est privilégié. Chaque point voit les autres s'éloigner. C'est exactement ce qui se passe dans l'univers. Les galaxies ne traversent pas l'espace, c'est l'espace entre elles qui s'étire. Et cela change tout. Cela signifie que l'univers n'a pas de centre, que nous ne sommes pas au cœur de quoi que ce soit. Et surtout, que si l'univers s'étend aujourd'hui, alors hier, il était plus petit, et avant-hier encore plus, jusqu'à un instant limite. Une question devient inévitable. Si l'univers grandit, à quoi ressemblait-il à sa naissance? Si l'univers est né il y a près de 14 milliards d'années, une question s'impose immédiatement. Comment observer un événement aussi ancien? Comment voir quelque chose qui s'est produit bien avant la formation des étoiles, des galaxies et même de la lumière telle que nous la connaissons? À première vue, cela semble impossible. Pourtant, l'univers conserve une mémoire, une trace fossile, un écho lumineux du commencement. Imaginez une vieille télévision analogique. Lorsqu'elle n'est réglée sur aucune chaîne, l'écran affiche une neige grise, un grésillement visuel. Ce bruit n'est pas vide, il est le résidu d'ondes captées par l'antenne. Dans l'univers, il existe un bruit comparable, un rayonnement faible, uniforme, présent dans toutes les directions du ciel. Dans les années 1960, deux radioastronomes américains tentent de comprendre pourquoi leurs instruments captent en permanence des interférences. Ils vérifient tout. Les antennes, les circuits, même les fientes de pigeons. Rien n'y fait.
le signal persiste. Il découvre alors que ce rayonnement correspond à une température proche du zéro absolu, environ moins 270 degrés Celsius, et surtout qu'il provient de partout à la fois. Ce n'est pas un bruit parasite, c'est l'écho thermique du Big Bang, le rayonnement fossile cosmologique. Lorsque ce rayonnement a été émis, l'univers était brûlant, environ 3000 degrés. Mais depuis, l'espace s'est dilaté, et avec lui, la lumière s'est étirée, refroidie, affaiblie, comme un feu qui s'éteint lentement dans l'immensité. Ce rayonnement correspond à un instant très précis, un moment où l'univers devient enfin transparent à la lumière. Avant cela, l'espace était rempli d'un plasma dense, opaque, une soupe primordiale de particules chargées dans laquelle la lumière restait prisonnière. Puis, en se refroidissant, les électrons s'attachent au noyau, les premiers atomes apparaissent, et soudain, la lumière peut voyager librement. Ce moment survient 380 000 ans après le Big Bang. Le fond diffus cosmologique est donc la plus ancienne image de l'univers observable, un instantané de l'enfance du cosmos. Des satellites spatiaux ont cartographié ce rayonnement avec une précision extrême, et ce qu'ils découvrent est fascinant. Le fond cosmologique n'est pas parfaitement uniforme, il présente de minuscules variations de température, des différences infimes de l'ordre du millième de degré. Des taches légèrement plus chaudes, d'autres un peu plus froides. Ces irrégularités sont capitales, car elles révèlent que l'univers primordial n'était pas parfaitement homogène, il contenait déjà les germes de toutes les structures à venir. Les régions légèrement plus denses ont attiré davantage de matière. Sous l'effet de la gravitation, elles se sont effondrées lentement sur elles-mêmes. Des milliards d'années plus tard, elles deviendront les galaxies. Ainsi, en observant ce rayonnement fossile, nous ne voyons pas seulement le passé, nous voyons l'origine de tout ce qui existe aujourd'hui. Mais ce regard vers le commencement a une limite, car au-delà de cette image, il n'y a plus de lumière à capter, un mur opaque. Alors une nouvelle question surgit. Que s'est-il passé avant ces 380 000 premières années ? Observer l'univers, ce n'est jamais observer le présent, c'est toujours regarder dans le passé. La lumière n'est pas instantanée, elle a une vitesse limite, et chaque photon met du temps à nous atteindre. La lumière du Soleil met un peu plus de 8 minutes pour arriver jusqu'à la Terre, celle des étoiles proches, quelques années, celle des galaxies lointaines, des milliards d'années. Autrement dit, plus nous regardons loin, plus nous remontons le temps. L'astronomie est une forme d'archéologie cosmique. Certaines galaxies observées aujourd'hui se trouvent à plus de 12 milliards d'années-lumière. Cela signifie que leur lumière est partie quand l'univers était encore jeune, bien avant la formation de la Terre. Quand nous les observons, nous ne voyons pas ce qu'elles sont, nous voyons ce qu'elles étaient. Poussée à l'extrême, cette idée devient vertigineuse. Un observateur situé à 100 millions d'années-lumière de la Terre verrait aujourd'hui des dinosaures. Chaque regard vers le ciel est un regard vers un autre âge du cosmos, mais cette remontée dans le temps a une limite absolue. Lorsque nous approchons des tout premiers instants de l'univers, la lumière disparaît, pas parce qu'elle n'existait pas, mais parce qu'elle ne pouvait pas voyager librement. Dans les premières centaines de milliers d'années, l'univers était rempli d'un plasma brûlant, une mer de particules chargées qui bloquait la lumière. L'espace était opaque. Le fond diffus cosmologique marque précisément la frontière entre ce que nous pouvons voir et ce qui nous échappe totalement. Au-delà, plus aucune image n'est possible. Un mur, un horizon ultime. Derrière lui se cachent les toutes premières secondes de l'univers. Une époque où les lois de la physique telles que nous les connaissons commencent à vaciller. Alors comment faire ? Comment étudier un univers que l'on ne peut plus observer directement ? La réponse est audacieuse. Si nous ne pouvons pas voir le passé le plus lointain, alors nous allons tenter de le recréer. Sur Terre, dans des conditions extrêmes, des laboratoires géants sont conçus pour reproduire les températures et les énergies qui régnaient juste après le Big Bang. L'objectif, comprendre comment la matière s'est comportée lorsque l'univers n'avait qu'une fraction de seconde. En accélérant des particules à des vitesses proches de celles de la lumière, on provoque des collisions titanesques. Pour donner un ordre de grandeur, un univers plus petit qu'un noyau atomique aurait atteint la taille d'un ballon, puis celle d'un système solaire, en un temps si court qu'il défie toute intuition humaine. Et non, cela ne viole pas la relativité, car ce n'est pas la matière qui se déplace plus vite que la lumière, c'est l'espace lui-même qui s'étire. Cette inflation expliquerait plusieurs mystères majeurs. Pourquoi l'univers est si homogène, pourquoi il est presque parfaitement plat, et surtout, pourquoi les minuscules fluctuations observées dans le fond cosmologique fossile existent. Ces infimes variations de densité seraient les empreintes directes de fluctuations quantiques amplifiées par l'inflation.
Autrement dit, le hasard quantique aurait semé les graines des galaxies. Des éclairs de matière et d'énergie qui recréent brièvement les conditions de la soupe primordiale. Grâce à ces expériences, les scientifiques peuvent remonter jusqu'à 1/1000 de millionième de seconde après le Big Bang, mais pas plus loin. Si l'on remonte toujours plus loin dans le passé, l'univers devient de plus en plus dense, de plus en plus chaud, de plus en plus petit, jusqu'à atteindre un état extrême, un état limite, un instant que l'on appelle souvent le point zéro. Car au-delà, même nos modèles les plus sophistiqués se brisent, et une nouvelle question s'impose. Que s'est-il passé au tout début, à l'instant zéro, ou peut-être cet instant zéro a-t-il seulement existé? Selon cette idée, l'univers n'aurait pas commencé par une expansion classique, il aurait traversé une phase bien plus étrange, une phase appelée l'inflation cosmique. Durant cette période, l'univers aurait grandi à une vitesse vertigineuse, pas simplement vite, mais exponentiellement. En une fraction de seconde, l'espace aurait été multiplié par un facteur colossal. Mais ce point pose un problème fondamental, car lorsqu'on tente de le décrire, nos lois physiques cessent de fonctionner, les équations explosent, les valeurs deviennent infinies, le réel devient mathématiquement impossible. Alors les scientifiques formulent une hypothèse radicale, peut-être que le Big Bang n'est pas le véritable commencement, peut-être qu'il s'agit plutôt d'une transition. Mais une question demeure. Qu'est-ce qui a déclenché cette inflation? Pourquoi maintenant? Pourquoi là? Pourquoi quelque chose plutôt que rien? Certains envisagent une réponse vertigineuse. Et si cette inflation ne s'arrêtait jamais vraiment? Mais là encore, une difficulté persiste. Même ces théories supposent que quelque chose existait déjà, un espace, un cadre, un avant. Alors la question ultime revient, plus insistante que jamais. D'où vient tout cela? Y a-t-il eu un commencement absolu? Ou bien le concept même de commencement n'a-t-il aucun sens à cette échelle? Dans ce scénario, des bulles d'univers se formeraient sans cesse. Chaque bulle donnerait naissance à un univers distinct, avec ses propres lois, ses propres constantes, son propre temps. Notre univers ne serait alors qu'un parmi d'autres, un bébé univers né d'un processus bien plus vaste. Avant le Big Bang, ces mots semblent simples, et pourtant ils sont peut-être les plus trompeurs qui soient. Car dire avant suppose déjà le temps. Dire vide suppose déjà l'espace. Or, si le Big Bang marque la naissance de l'espace et du temps, alors parler d'un avant devient immédiatement problématique. Pendant longtemps, le néant a été imaginé comme une absence totale. Pas de matière, pas d'énergie, pas de loi, un vide absolu. Mais la physique moderne raconte une toute autre histoire. En mécanique quantique, le vide n'est jamais réellement vide. Même lorsqu'il ne contient aucune particule, il est traversé par des fluctuations incessantes, des apparitions fugitives, des disparitions instantanées, des particules virtuelles qui surgissent puis s'évanouissent en un temps infinitésimal. Ce phénomène n'est pas une spéculation philosophique, il est mesurable. Cette énergie du vide pourrait avoir déclenché la phase d'inflation, un emballement brutal de l'espace, un jaillissement sans explosion. L'univers ne serait donc pas né à partir du néant absolu, mais à partir d'un état quantique fondamentalement instable, un état où quelque chose peut surgir spontanément. Lorsqu'on place deux plaques métalliques très proches dans un vide quasi parfait, elles s'attirent légèrement. Aucune force classique n'explique ce phénomène. Cette attraction provient du vide lui-même, c'est ce qu'on appelle l'effet Casimir. Cette expérience démontre une chose essentielle, le vide possède une énergie, le rien n'est pas vraiment rien. Dans ce cadre, il devient envisageable que l'univers soit né d'une fluctuation du vide quantique, une instabilité minuscule, un déséquilibre éphémère, mais amplifié à une échelle cosmique. Mais attention, même ce scénario suppose encore un cadre, des lois, des champs quantiques, un potentiel. Ce n'est pas le néant philosophique. Alors une question plus radicale surgit. Pourquoi existe-t-il des lois physiques? Pourquoi ce cadre plutôt qu'un autre? À ce stade, la science atteint sa frontière la plus fragile. Elle peut décrire comment quelque chose pourrait apparaître, mais pas pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Et c'est précisément ici que naissent les théories les plus audacieuses, celles qui tentent de supprimer le commencement lui-même. Et si la question était mal posée? Et si demander comment tout a commencé était déjà une erreur de langage? Depuis toujours, nous pensons le réel en termes de début et de fin, une naissance, une évolution, une disparition. Mais rien ne garantit que l'univers obéisse à cette logique humaine. Une première idée émerge, celle d'un univers cyclique. Dans ce modèle, l'univers ne naît pas une seule fois, il s'étend, puis se contracte, encore et encore.
Après une phase d'expansion, la gravitation reprend le dessus. L'univers se replie sur lui-même, jusqu'à atteindre un état dense et chaud. Puis, au lieu de s'effondrer dans un point impossible, il rebondit. C'est le Big Bounce. Un univers qui renaît de ses propres cendres, sans commencement absolu, sans fin définitive. Mais cette théorie rencontre un obstacle majeur. Les observations montrent que l'expansion de l'univers ne ralentit pas, elle accélère. Sous l'effet d'une mystérieuse énergie sombre, l'espace s'étend de plus en plus vite. Rien n'indique aujourd'hui un futur effondrement global. Alors une autre idée prend le relais, encore plus vertigineuse. Et si l'univers n'était qu'un épisode local dans un processus sans fin? Dans le cadre de l'inflation éternelle, l'espace serait en expansion permanente, mais de manière inégale. Certaines régions cessent d'inflater, d'autres continuent. Là où l'inflation s'arrête, un univers se forme. Chaque univers serait une bulle, un îlot de réalité. Notre univers ne serait qu'une bulle parmi une infinité d'autres. Il n'y aurait alors ni commencement global, ni instant zéro universel, seulement une prolifération incessante de mondes possibles. Mais là encore, une difficulté subsiste. Même dans ces modèles, quelque chose existe déjà, un espace inflationnaire, des lois, un cadre. Alors certains physiciens vont plus loin encore. Ils proposent une idée déroutante, presque poétique, un univers sans bord. Dans ce modèle, l'univers est fini mais sans frontières, comme la surface d'une sphère. On peut y voyager indéfiniment sans jamais rencontrer de limites. Appliqué au temps, cela donne une idée troublante. Le passé de l'univers ne mènerait pas à un point de départ brutal, mais à une région où le temps perd progressivement son sens. Il n'y aurait pas de commencement, seulement un état. Dans cette vision, l'univers n'a pas été créé. Il se suffit à lui-même. Mais cette élégance conceptuelle a un prix, elle ne répond pas à tout. Car même si l'on supprime le commencement, une question demeure irréductible. Pourquoi cet univers-là? Pourquoi ces lois et pas d'autres? Et ici, science et philosophie se regardent à nouveau dans le blanc des yeux. À ce stade du voyage, une évidence s'impose. La science a accompli quelque chose d'extraordinaire. Elle a reconstruit l'histoire de l'univers sur près de 13,8 milliards d'années. Elle a expliqué la naissance des galaxies, des étoiles, des planètes et même des briques élémentaires de la matière. Mais lorsqu'elle atteint la question ultime, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien, elle ralentit, elle devient prudente, humble. Car la science ne fonctionne pas sur la croyance, mais sur les preuves. Elle peut dire comment l'univers évolue, elle peut parfois dire comment il a pu apparaître, mais elle ne peut pas dire pourquoi dans un sens métaphysique. C'est là que depuis toujours, les récits religieux et philosophiques prennent le relais, non pas pour concurrencer la science, mais pour répondre à une autre attente, celle du sens. Les religions parlent d'intention, la science parle de mécanismes, les premières demandent de croire, la seconde demande de douter, et ces deux démarches, contrairement à ce que qu'on croit souvent, ne sont pas nécessairement ennemies. Certains voient dans l'univers la trace d'une volonté divine, d'autres y voient le produit naturel de lois physiques profondes. D'autres encore acceptent une idée plus inconfortable, il n'y a peut-être aucune intention. Et cette idée, paradoxalement, n'est pas forcément désespérante, car si l'univers n'a pas été créé pour nous, alors notre existence n'en est pas moins précieuse. Elle est rare, fragile, éphémère. Nous sommes faits de poussière d'étoiles, de particules nées dans les premières secondes du cosmos. L'univers n'a peut-être pas de conscience, mais à travers nous, il se regarde, il se questionne. Alors pourquoi sommes-nous là? La science ne donne pas de réponse définitive, et peut-être n'en donnera-t-elle jamais, mais elle nous offre quelque chose de plus précieux encore. Le droit de chercher sans dogme, le courage de dire « nous ne savons pas » et l'émerveillement face à un univers plus vaste que toutes nos certitudes. Peut-être que le vertige n'est pas un échec, peut-être est-il le signe que nous sommes exactement là où nous devons être. Aujourd'hui, nous savons que 95% du contenu de l'univers nous échappe encore. Matière noire, énergie sombre, lois encore inconnues. Et demain, peut-être, les ondes gravitationnelles nous livreront de nouveaux indices sur les premiers instants du réel. Chaque réponse ouvre une nouvelle question, et c'est précisément cela, le moteur de la connaissance.